on s'entend beaucoup dire ce qu'on devrait ou ne devrait pas être et comment on devrait être. Et c'est extrêmement fatigant mentalement et je l'ai beaucoup ressenti dans mon rapport à moi, dans ma sexualité. Et donc je suis à un stade où je déconstruis tout ça et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Bienvenue sur Basse-Vave. Dan, bonjour. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation sur Basse-Vave. Merci de m'avoir invitée. Donc pour te présenter, tu as 22 ans, tu habites à Paris, mais tu as grandi à Madagascar. Tu es actuellement étudiante en développement international à Sciences Po Paris. Tu es née de père malgache et de mère russe. Ouais. Et donc ce qui fait de toi une métisse. Tu es aussi activiste, notamment pour l'ONG Youth First et Teach for Madagascar. Quand tu as été à Madagascar, tu as eu l'occasion d'organiser des conférences et ta première a été sur l'émancipation du corps de la femme et le rôle de l'art à Lizard Gallery. Tu es aussi artiste sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et ça, c'est ce que j'ai appris en te stalkant sur les internets. Ouais, il faut faire attention à ce qu'on poste. Mais j'espère aujourd'hui que tu vas nous en dire beaucoup plus sur ce que tu fais. Et je t'ai invité ici en tant qu'activiste. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que toi, tu te définis ? Alors, activiste, c'est un grand mot. Je pense qu'on peut ajouter le mot féministe parce que c'est principalement le féminisme qui m'intéresse comme cause. D'accord. Et peut-être même modèle féministe, peut-être. C'est un peu... Si, vraiment. Voilà, c'est un peu peut-être antithétique, mais c'est à travers surtout la photo, en fait, que j'ai réussi à m'exprimer en tant que féministe. Alors, avant tout, j'aimerais vraiment poser les choses parce que pour moi, en fait, l'émancipation des femmes et l'égalité de genre, c'est extrêmement important et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir à Mada. Je pense pas que ce soit en fait une cause qu'on ne puisse pas défendre à Madagascar. Mais c'est extrêmement compliqué de pouvoir en fait développer un féminisme qui se prête en fait au contexte culturel et social propre à Madagascar et surtout en tant que métisse. Et d'ailleurs c'est très important que tu l'aies dit précédemment parce qu'effectivement en tant que métisse j'ai un rapport à la société malgache qui est un peu plus différent. J'ai aussi grandi voilà, dans un certain avec pas mal de privilèges quand même, donc je peux pas dire que je parle en fait en tant que féministe, je ne peux pas parler pour toutes les femmes et heureusement d'ailleurs parce que chacune a une voix. C'est la première chose qui m'a interpellée chez toi. C'est en fait tu sais poser des mots mais avec une vraie justesse sur des choses que beaucoup de gens n'ont pas encore réussi à extérioriser. Là tu parles par exemple de ton identité, et là c'est très important, ton métissage aussi. Je veux que tu parles un peu plus de ça, de cette identité. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en fait ? J'essaie de poser des mots sur les choses, effectivement, mais c'est surtout sur mon expérience personnelle avec ce qu'on appelle le patriarcat dans la société malgache, par exemple, où en fait, le fait est de grandir dans un milieu que je considérais comme patriarcal, ça a énormément, justement, fondé mon féminisme et la raison pour laquelle j'ai décidé de m'engager pour la cause. Et je pense, en fait, que justement... c'est toutes ces violences-là qui y ont contribué. Et en fait, j'étais énormément, je pense, affectée comme beaucoup de femmes comme moi, je pense, surtout à cet âge, où en fait, mon rapport à mon corps et à ma féminité a été extrêmement altéré par, voilà, par ce patriarcalisme. Par exemple, j'avais énormément de mal à accepter comment mon corps changeait. J'avais du mal à... Voilà, quand on a 15 ans... Oui, c'est parce que tu as été modèle, c'est ça, à 15 ans ? C'est ça, j'ai commencé la photo à 15 ans. Oui, ça, c'est exactement en parallèle. C'est exactement à ce moment-là que ça s'est fait, d'ailleurs. À 15 ans, en fait, quand on commence, justement, alors, voilà, tout ce qui est rapport à... Ouais. Voilà, à se construire, à construire son image de soi, à voir son corps changer. Et en même temps que son corps change...
on voit aussi la sexualisation de son corps. On a énormément du mal en fait à établir un rapport sain. Est-ce qu'on est encore enfant? Est-ce qu'on est Voilà, adulte? c'est ça, exactement. Est-ce qu'il faut qu'on plaise en fait? Ou voilà. Exactement. Donc j'étais beaucoup dans cette logique-là et ça m'a énormément blessée en fait parce que j'ai construit un rapport avec mon corps qui était très complexe. Encore une fois, comme beaucoup de filles à mon âge. Et c'est là qu'en fait la photo m'a sauvée parce que à travers la photo en fait en devenant modèle justement à partir de 15-16 ans j'ai réussi en fait à trouver un nouvel espace d'expression pour pouvoir en fait reconstruire cette image là de mon corps qui avait été altérée par tout ce qui était patriarcat en fait. Et justement par rapport à ton rapport au corps, le fait que tu sois métisse. Alors mon rapport au métissage c'est quelque chose d'assez compliqué parce que en fait, au-delà de chercher mon identité en tant que femme, je cherche aussi mon identité en tant que malgache. Est-ce que je l'étais vraiment? Est-ce que je ne l'étais pas? Non, je n'ai pas... En fait, j'ai fait face à ce qu'on pourrait peut-être appeler de la discrimination positive ou au contraire, on me voyait comme étant plus désirable ou plus intéressante parce que j'étais métisse et parce que j'avais des traits qui étaient différents et je trouvais ça tout autant problématique. Parce que en fait tout se résumait encore une fois en fait à l'apparence et ce qu'on avait en fait de désirable, de sexualisable, qu'importe en fait l'âge. Et donc c'était mon métissage c'est quelque chose dont je suis fière. Mais je pense qu'en fait oui, probablement, mais voilà, c'est ce qui a été bien en fait avec ça, c'est que en fait justement ça m'a offert un espace où je pouvais vraiment beaucoup discuter mon identité. Ma mère qui est du coup russe m'a permis en fait de pouvoir exprimer encore plus en fait mon côté malgache, ce qui est assez drôle. Elle a toujours été très supportive de mon identité malgache et c'était fantastique en fait d'avoir cet espace là qui permettait de questionner et d'affirmer son identité à la fois. Les questions du métissage, les questions du féminisme, du corps féminin, tout ça, ce sont des questionnements que j'ai beaucoup vécu en grandissant et c'est pour ça que c'était très important pour moi en fait de re-questionner ces choses là et de me réapproprier mon corps et mon identité en grandissant. Avec tes changements de corps, t'as réappris à aimer ton corps selon ce que tu voulais. C'est ça. Enfin, ce que tu voulais montrer, en fait. C'est ça. Et donc, j'ai fait beaucoup de photos. Voilà. Donc, ça fait 7 ans que je suis dedans. Et sur mes projets personnels, j'ai eu beaucoup d'espace pour pouvoir justement re-questionner mon rapport avec mon corps. Et je fais de la photo nue ou semi-nue. Et c'était extrêmement difficile. Moi, j'ai commencé il y a 4 ou 5 ans la photo nue et c'est que cette année que j'ai commencé à montrer mon travail parce que j'avais peur justement de cette sexualisation, j'avais peur qu'on pense que j'étais débridée. Beaucoup de gens me l'ont dit, ils m'ont dit si tu fais de la photo nue, tu dis au revoir à ta carrière Amada parce que personne ne voudra jamais travailler avec quelqu'un qui a fait du nu. Voilà, qui a fait du nu, ce que je trouvais extrêmement problématique parce que c'était une simple réaffirmation en fait de mon appartenance et de mon identité en tant que femme. J'avais travaillé sur un projet récent, effectivement, c'était du nu, semi-nu, et je me rappelle, je pense, vraiment la chose qui m'a le plus marqué, c'est que c'est le regard que ma mère a porté sur ces photos, et elle m'a dit, je vois que ce sont pas des photos sexuelles ou sexualisantes ou sexualisables, c'est toi qui t'exprimes, et c'est toi qui cherche en fait à montrer que c'est possible d'affirmer son corps comme il est, et de ne pas avoir quelque chose derrière ça en fait. Et du coup pour moi c'est très important justement le rôle que les parents jouent dans ces rapports-là parce qu'en fait les mères peuvent, les mères, les tantes, les sœurs peuvent normaliser justement la sexualisation du corps, tout comme en fait elles peuvent casser le cycle. Et moi j'ai envie de casser ce cycle en fait. J'ai pas envie d'avoir à me dire que je dois me couvrir ou me cacher parce que tu dois pas être motte. Voilà, j'ai pas besoin de parce que il faut pas que je provoque les hommes en fait parce que c'est ça ce qui se passe à Mada et ça se voit bien dans la violence dans le harcèlement de rue par exemple où en fait j'ai l'impression parfois que l'espace public appartient aux hommes et qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent en fait sur le corps. Là tu dis un truc vraiment important parce qu'en fait Amada, devenir une femme pour eux ça veut dire en gros quand tu deviens une femme, c'est que tu deviens regardable pour eux, en fait. C'est pour eux que tu deviens une femme. Oui, je veux pas généraliser, mais c'est très, très, très fréquent, oui, d'avoir ce... Je suis en train de dire, vaut mieux généraliser, parce que c'est le cas pour beaucoup de monde, en fait. Oui. Quand on devient une femme, ça y est, t'es regardable, quoi, en fait. C'est ça. C'est pour nous que t'es là. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu... En fait, cette incroyable liberté, il faut vraiment le vivre, en fait, pour comprendre la portée absolument ridicule du harcèlement de rue à Mada, où, en fait...
non seulement on a l'impression d'être enfin on se sent pas en sécurité dans l'espace public, mais en plus la faute repose sur nous en fait. C'est comment on s'habille, c'est comment on marche qui provoque. C'est ah mince, j'ai mis du rouge à lèvres. Ou n'importe quoi, ou en fait même juste comment est-ce qu'on est habillé, qui est légitime en fait. Pourquoi certains hommes viendraient à nous toucher, à nous siffler ou ce genre de choses. Et du coup c'est terrible, et donc c'est pour ça que pour moi c'est très important de se réapproprier cet espace-là, parce qu'on devrait pouvoir se sentir en sécurité dans la rue. Je voulais aussi parler un petit peu de ta relation mère-fille, parce Oui. que toi tu as une mère russe, Oui. donc occidentale, différente sans doute vraiment différente d'une mère malgache. Donc je voulais savoir en fait comment c'est en fait, est-ce que c'était plus dans la discussion, c'était plus dans le conflit, comment ça s'est passé en fait ta relation avec ta mère, et aussi par rapport à ton père qui est donc lui malgache, Oui. J'imagine très malgache. Oui. Ce n'est pas un, On peut ce n'est dire pas, ça ce comme n'est ça. pas du tout un reproche, mais c'est une identité en fait. Donc est-ce que tu peux me dire? Oui, je pense que c'est une question très intéressante, parce qu'effectivement, mes parents, ils étaient vraiment aux antipodes un peu l'un de l'autre. Je peux vraiment affirmer, je pense, avec beaucoup de recul, que j'ai grandi en fait dans une famille qui était très patriarcale. Ouais. Et ma mère a joué un rôle dans la perpétuation ou dans le questionnement en fait de ce patriarcat. J'ai un père que j'affectionne et que je respecte énormément, mais bon, ça veut pas dire que je ne peux pas remettre en question certaines choses aujourd'hui, qui en fait me disait très souvent, qui me remettait à ma place de femme en fait, je veux dire ça comme ça, où en fait on me disait que je pouvais pas avoir de relation avec les hommes, parce que voilà, ils étaient tous des... Voilà, j'avais pas le droit, c'était tout. Mais bien sûr, c'était mes frères, oui, ils avaient le droit, pas moi. Une relation où je devais beaucoup me taire, me calmer, parce que déjà en tant que relation fille-père, c'était problématique, mais relation femme-homme, encore plus problématique si je parle. Donc, Est-ce que t'es toujours dans la recherche de la validation? Est-ce que t'avais le droit? Enfin, c'est... Pas vraiment, parce que j'étais une enfant qui était quand même relativement calme et sage, mais je sais que en fait il a quand même beaucoup affecté ma relation avec les hommes en général, parce que j'avais l'impression d'être dans une relation où je ne pouvais pas vraiment exprimer mes ressentis et ma personnalité, ma façon d'être. Je pense que mon père est peut-être la personne qui me connaît le moins, honnêtement, parce qu'il ne connaît pas ma photo, il ne connaît pas mes convictions. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, on est dans une relation de profond respect, mais je pense qu'on ne se comprend pas. Et par contre, ma mère, elle a beaucoup... Il y a eu des violences, et des violences physiques et des violences verbales. Ma mère a essayé d'être supportive autant qu'elle pouvait, mais je pense qu'elle a aussi soutenu un peu ça, cette construction-là de la famille. Mais heureusement, c'était un peu ma bouée dans tout ça, parce que justement, elle me permettait voilà, d'exprimer, de devenir l'individu que je suis. Je pense pas que j'aurais pu être qui je suis aujourd'hui sans ma mère, parce qu'elle me laissait explorer les choses avec ma nature qui est extrêmement curieuse. Elle me laissait tout explorer, et jusqu'à aujourd'hui en fait elle se pose encore un peu des questions sur ce que je fais, sur les photos nues, sur tout ça, mais elle me laisse être en fait qui je suis, et Parce qu'elle est au courant, donc tes photos nues. Voilà, c'est ça, elle est au courant. Elle adore ou qu'est-ce qu'elle en a dit? Mais en fait, ma mère, c'est trop drôle, parce qu'en fait, du coup, ces photos-là, elle les montre en fait à ses amis, donc voilà, des femmes qui sont la quarantaine et tout. Et c'est trop drôle, parce que du coup, elle m'appelle, elle me dit, tu sais quoi, j'ai montré tes photos à mes amies, et elles ont dit, c'est bien ce que tu fais, finalement, c'est pas si grave que ça de faire des photos nues. Ce que je trouve assez drôle. Et donc, en fait, je suis très reconnaissante d'avoir une mère, en fait, qui arrive à comprendre qu'on peut toujours discuter, on peut toujours changer d'avis et repenser. Mais c'est ça en fait, choses. déjà ouvrir le dialogue et avoir un dialogue avec sa mère. Exactement, qui est extrêmement important, et que je sais que tout le monde ne peut pas forcément l'avoir, parce qu'effectivement, avec mon père, je n'ai jamais pu dialoguer, je n'ai jamais pu parler, jamais. Et, je pense que c'est le lot de plusieurs malgaches. Voilà, ouais, et nous, en fait, on accepte en fait que la famille soit faite comme ça, et on accepte qu'il y ait autant de non-dits. Moi, par exemple, j'aurais énormément aimé... Mon père me disait souvent, fais attention aux voyous. Et je savais pas ce que ça voulait dire. Faire attention comment. C'est quoi un voyou? C'est qui? Dans quel sens exactement? Mais ça voulait dire tout simplement, je t'interdis d'avoir des relations émotionnelles et sexuelles avec les hommes. Je veux pas.
Et c'est entré dans ma vie avec une violence parce que je pouvais pas en fait construire de rapport avec les hommes et ça m'affecte encore jusqu'à maintenant. Et le courant maintenant que t'as un copain, que ça se passe Mais bien. de toute façon, qu'est-ce qu'il peut dire? Je suis à 10 000 Voilà. km de Voilà, lui, donc... oui. Oui, il est au courant, mais donc, justement, il avait demandé à ma mère si c'était un voyou. Disclaimer, no, ça n'est pas, hein. En fait, je pense qu'il il se remet très peu en question et moi... Dans ma génération, on est très connus pour être des gens qui se remettent beaucoup en question. Qui remettent tout en question, en fait, tout. Et lui, il y pense pas forcément, et ce que je trouve dommage, parce que ça coupe le dialogue. Mais je pense que c'est ça, en fait, le problème des parents à Madagascar. C'est ce qu'on leur dit. Ils ont toujours raison. Voilà, on leur dit en gros que vous avez raison, que vous n'allez pas vous remettre en question. Mais on peut pas les blâmer parce qu'eux aussi, ils ont été éduqués pareil, en fait. On leur a dit la normalité, c'est être sévère et dire non. Et de toute façon, t'as toujours raison. C'est ça. Et c'est bien en fait de leur dire en gros que non, non, vous avez pas tout le temps raison. Mais quel parent va accepter ça en fait, surtout un parent malgache? Là, je vois avec mes parents commence un petit peu. Oui, ça à s'ouvrir par rapport à ça. Moi, on leur dit en fait. Oui, moi je sais pas, mais en tout cas je sais que moi dans ma famille c'était très 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 difficile en fait de re-questionner justement le rapport parent-enfant. Et moi, si je m'affirme aujourd'hui en tant que féministe qui aime bien quand même ouvrir sa gueule et tout, c'est très difficile. Donc j'avais l'impression en fait de pas forcément toujours être moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai bien vécu. Enfin, encore une fois, heureusement que ma mère était là et que j'ai réussi à quand même trouver un certain équilibre par rapport à ça en fait. Et ça, c'est un truc qui m'interpelle aussi, c'est quand les parents disent oui, mais nous, t'es mon enfant, je te connais. Oui. Sauf que eux ils connaissent l'enfant mais ils ne connaissent pas vraiment l'adulte que tu es. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a une différence en fait. Je pense que les parents parfois ils ont du mal à concevoir l'enfant en tant qu'individu propre en fait et qui a ses propres envies et sa propre façon de penser. Spoiler, à 30 ans ça arrive toujours. Eh bah oui. je veux bien le croire. Donc c'est ça le petit problème et surtout en fait, ça peut être dans tout et n'importe quoi, hein. On peut parler des études, on peut parler des relations et tout ça. Moi, j'en parle surtout, en fait, dans mon rapport à mon corps. Parce que moi, je voulais justement qu'on me laisse vraiment la place d'être moi et de vivre pleinement, émotionnellement et physiquement et socialement et tout. Et ça s'est pas fait, en fait, quand j'étais jeune. Ça se fait que maintenant, qui est un peu tard pour moi, du coup. Mais voilà, je pense que c'est important, justement, de se détacher de la relation qu'on entretient avec ses parents pour pouvoir se construire en tant qu'individu. Dan, du coup pour toi les réseaux sociaux, donc Instagram, est-ce que pour toi ça a contribué à une meilleure représentation féminine? Honnêtement, c'est une question où on pourrait répondre oui et non. Mais en tout cas, moi, je sais que dans mon cas, je suis extrêmement reconnaissante pour les plateformes comme Instagram ou Facebook pour le fait qu'elles m'ont apporté justement un espace où je pouvais vraiment partager mon message et mes photos et avoir vraiment des discussions avec des gens qui allaient vraiment au-delà de la superficialité de la chose. Ce qui est intéressant avec les réseaux, c'est qu'on peut vraiment toucher énormément de monde. On peut dire tout et n'importe quoi, ça c'est sûr. Mais on peut vraiment toucher énormément de monde et on peut vraiment faire en sorte que son message soit entendu et qu'on puisse entendre le message des autres. Et donc pour moi ça a été une plateforme où j'ai extrêmement beaucoup appris de choses, on va dire. Et c'est justement là que j'ai fait, ce qui est très drôle, c'est que c'est sur Instagram que j'ai fait pas mal de mon éducation sexuelle en fait, en suivant des comptes type je m'emballe clito ou The Vulva Gallery ou des trucs comme ça en fait qui donnent de la visibilité justement à des causes de ce type. Donc c'est absolument fantastique. Mais le problème en fait c'est que, ou l'avantage, c'est qu'en fait il faut savoir qui suivre sur ces réseaux-là. C'est le choix en fait. C'est exactement, en fait, je pense qu'on a tous justement la liberté de pouvoir choisir ce qu'on voit sur ce contenu, quel contenu on consomme en fait, parce que nous ne sommes pas passifs face aux réseaux sociaux et c'est ça ce qui fait la différence entre les réseaux sociaux et la télévision. Où la télévision effectivement nous sommes plutôt dans la passivité, alors que sur les réseaux en fait on peut vraiment être actif dans son rapport avec l'information et le contenu qu'on voit. Donc en fait si on n'a juste pas envie d'être confronté à un contenu
qui nous posent problème, comme par exemple, je sais pas moi, les fit mannequins, models, ou voilà, c'est ça, qui te font te sentir trop mal par rapport à ton corps, mais faut juste unfollow, et c'est bon, faut nettoyer, tu vois. En parlant de ça, genre, j'ai lu un article de l'ADN qui disait que le défilé Victoria's Secret, c'est fini, il n'y en aura plus. Ah bah très bien. Ça n'en a plus parce que, justement, grâce au défilé de Rihanna, ça, je crois que c'est Savage by Oui, Fenty, Savage, ouais. et le défilé d'Etam aussi. Du coup, ouais. si tu vas aux Galeries Lafayette, tu pourrais voir une énorme affiche de la campagne d'Etam, où c'est des filles, moi, ça peut être moi en fait dessus. C'est des filles normales, quoi. C'est exactement ça, et je pense que c'est très important, ouais, de continuer dans cette lancée-là sur les réseaux. Exactement. Moi, il y a pas, je crois ne suivre absolument aucune modèle en fait, parce que j'ai juste pas envie d'avoir ce contenu-là. Je n'ai rien contre les filles qui sont modèles, absolument rien, mais j'ai juste besoin de diversité sur mon Instagram. J'ai juste besoin en fait de pouvoir voir des filles qui me permettent de m'identifier. J'ai envie de voir des filles qui normalisent leur rapport avec leur corps, qui me disent que c'est tout à fait normal de pouvoir d'être comme je suis, d'avoir des vergetures, voilà, c'est ça, d'avoir de la cellulite, exactement, surtout. ou tout ce que tu veux, de juste être soi-même en fait, et je n'ai pas le sentiment, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de modèles véhiculent justement c'est des traits patriarcales d'un certain standard de beauté. Il faut être calipige mais sans gras. Voilà, ce genre de choses. Et en fait, moi, ça me faisait me sentir inconfortable, donc j'ai juste arrêté de suivre ce contenu et décidé de choisir mon contenu. Et c'est très, très, très important. C'est important parce que, justement, si tu choisis pas, là, on peut tomber dans les travers des réseaux sociaux. Exactement. Donc, on peut suivre des modèles à n'en plus finir, sauf que ces modèles-là, elles ont Facetune, elles ont Photoshop. Qui te disent en permanence en fait que ton corps est pas assez bien. Elles ont une équipe derrière déjà qui font tout pour modifier, embellir donc il faut être très conscient par rapport à toutes ces choses-là. C'est pas leur vrai corps. Voilà, je pense que en fait on peut en vouloir à tout le monde comme on peut n'en vouloir à personne. Je pense que c'est juste très important d'être conscient de ces choses et surtout de ne pas courir après des standards ou une représentation qu'on est sûr de ne pas pouvoir atteindre en fait. Et personne ne ressemble à ça. Même les mannequins dessus ne ressemblent pas à ça en vrai. Voilà, c'est ça. Donc en fait, même moi je ressemble pas à non, je rigole. Mais c'est juste de dire que en fait, je pense que le bien-être, son bien-être mental est plus important en fait que une certaine apparence physique derrière laquelle en fait on voudrait courir, parce que justement on a tout le temps ces images-là en fait qui reviennent sur les réseaux. Et le problème, j'avais vu quelque chose que je trouvais très juste en fait, c'est que très souvent en fait on se lève le matin et le premier truc qu'on fait c'est aller sur son téléphone et justement scroller sur Instagram ou Facebook, et en fait notre cerveau le matin quand il se lève il est extrêmement neutre, mais dès qu'en fait on va sur les réseaux en fait on le remplit justement de ces images et tout ça, et en fait ça va définir comment notre journée va se passer en fait, ça va beaucoup influencer justement comment on va vivre notre journée. Et du coup en fait si dès le matin on commence avec autant de, pas forcément de négativité, mais voilà des images qui sont dans ce genre là qui nous font nous sentir mal dans notre propre corps, comment en fait notre quotidien va se passer. Donc c'est à nous de réguler nos réseaux, de choisir si on veut de la positivité ou si dès matin je vais être challengée genre ça y est, t'es pas assez bien aujourd'hui, t'es pas assez belle, voilà c'est ça, t'as pas assez d'études, enfin c'est voilà, plein de choses comme ça. Donc moi les réseaux sociaux c'est une vraie aubaine, ça m'a apporté énormément de choses dont ce podcast. Mais c'est vraiment parce que j'ai essayé d'être plus t'as choisi ce que tu voulais voir. Exactement. T'as choisi ce que tu voulais voir, c'est ça qui t'a permis de te conditionner tel que tu veux, tel que tu es maintenant. Et voilà, donc choisissez bien qui vous suivez. Pour toi, quel est le problème du rapport au corps de la femme à Madagascar ? D'un côté, les femmes en fait, elles vont être hyper sexualisées depuis le plus jeune âge en fait, par rapport à des attributs qui vont être considérés comme désirables, donc les seins, les fesses et tout ça. Et on le voit bien, enfin on le voit vraiment au quotidien, mais d'un autre en fait on va rejeter très profondément tout ce qui est purement féminin et qui ne peut pas être sexualisé. Donc les règles sont tabous, la première fois ou la masturbation féminine sont tabous, parce qu'en fait voilà, la sexualité en général c'est tabou parce que ça n'a pas un rapport direct en fait avec l'homme. Donc on considère que c'est quelque chose qu'on peut rejeter ou mettre de côté. Et du coup, et le problème avec cette façon de penser, c'est que elle a un véritable impact en fait social
où en fait tous ces tabous-là vont extrêmement fragiliser en fait le statut de la femme dans la société. Et c'est pour ça que pour moi c'est très important d'être très vocale à propos de ça, de parler très ouvertement de ce genre de sujet pour les normaliser au final. J'ai un rapport avec ma sexualité qui est aussi extrêmement compliqué, dont je n'avais pas parlé beaucoup avant, mais qui me tient à cœur de parler encore plus aujourd'hui, et c'est mon expérience sexuelle qui est très complexe à cause de ce qu'on appelle le vaginisme. Je sais qu'énormément de femmes en fait passent par ce trouble. Est-ce que je peux parler de trouble? Pour définir le vaginisme, alors c'est des douleurs que qu'on ressent lors des rapports sexuels. Exactement. Et ces douleurs-là, en fait, n'ont absolument rien à voir avec l'anatomie. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on fasse l'amour la première fois ou la centième fois. C'est psychologique. C'est psychologique, c'est purement psychologique. Et en fait, c'est vraiment la peur de la pénétration. À cause de l'idée qu'on s'en est fait. Pourquoi d'abord est-ce qu'on dit perdre la virginité comme si on perdait quelque chose, comme si en fait c'était un espèce de gagnant-perdant, un rapport gagnant-perdant. Et aussi énormément en fait il y a toute une construction sociale qui veut que la vie sexuelle d'une femme commence au moment de la pénétration. Donc avant ça, tout ce qui est découverte de son propre corps, masturbation ou même une notion de plaisir, ce sont des choses qui sont annexes. D'ailleurs, on parle de... Et qui sont un peu diabolisées. Voilà, et qui sont diabolisées. D'ailleurs, on parle de préliminaires pour dire que c'est quelque chose qui est à côté, qui n'a rien à voir avec le vrai sexe. Et donc, en fait, en plus, en grandissant dans une famille, effectivement, la sexualité, c'était un sujet qui était tabou. Où, par exemple, moi, j'avais pas le droit d'avoir de garçons. J'avais pas le droit d'avoir de petits copains, voilà, exactement. Donc, en fait, tout ça, je pense que ça m'est un peu monté à la tête. Et ça a beaucoup... Ça m'a complètement... Je me sentais très seule dans ma sexualité, en fait. Et justement, ça revient même au paradoxe Amada. Genre, tu l'as dit tout à l'heure, les femmes hypersexualisées. C'est ça. Quand les hommes veulent qu'elles soient hypersexualisées. Voilà. Donc, c'est genre quand t'es hôtesse et quand on te dit habille-toi de manière plus sexy, bien maquillée, talons hauts, obligatoire. Oui. Et au dehors de ça, tu dois être plutôt motte dans la rue. Enfin, voilà. Voilà, donc, pareil, partout. exactement. Et donc, je pense... Se parler en famille. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très, très bien aussi dans l'intimité. Et du coup, à travers des choses qui sont comme le vaginisme. J'ai souffert 5 ans du vaginisme. Et j'ai réussi à mettre un mot dessus qu'il y a 2 ans, je pense. Donc, c'est très, très difficile, en fait, de sentir que la société va s'inviter jusqu'à dans ton lit, en fait, jusqu'à dans ton intimité. Et va te dire ce qui est bien ou qui n'est pas bien de faire. Et donc, c'était tellement important pour moi de déconstruire tout ça. Et de re-questionner tout ça et j'essaie d'inviter le plus de personnes possible en fait à re-questionner ces choses. Et moi vraiment, encore une fois, ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment la photo. Où en fait, quand je redécouvrais mon corps, quand j'arrivais à reconstruire l'image que j'avais de mon corps dans ma tête, j'arrivais aussi à créer un espace dans lequel je pouvais repenser mon rapport à mon corps et à ma sexualité. Et donc j'ai vraiment pu parler plus ouvertement de masturbation, de plaisir féminin, de préliminaire, comme on dit, et à normaliser toutes ces choses-là, en fait. Et c'est absolument fantastique. Moi, je me suis embarquée dans une espèce d'aventure où maintenant, je repense mon corps et ma personnalité, et ça me fait énormément de bien. Et parce que en fait, comment dire, c'est très important, je pense, d'être féministe pour ça, pour se battre pour l'égalité des droits et tout. Les rapports hommes-femmes. Voilà, mais c'est aussi important de se dire que c'est pas la seule chose à laquelle on a envie de penser dans notre vie, en fait. Et qu'on on est tout en fait des femmes qui sont ambitieuses, qui sont fortes, qui ont envie de choses. Voilà, donc est-ce que j'ai envie de penser à mes vergetures et ma cellulite le matin quand je me lève? Non, j'ai pas le temps. Est-ce que j'ai envie de penser, est-ce que mon t-shirt est assez couvrant? Voilà. Ou est-ce que je dois mettre un col roulé? Exactement. À quel moment est-ce que je peux aller profiter de ma soirée, ou est-ce que ça va être dangereux pour moi de rentrer? On n'a pas envie et on est fatigué. Est-ce que je peux finir mon article ou je dois attendre demain parce qu'il est tard? Et voilà, c'est ça. Est-ce que... En fait, non, ça impacte tout, ça impacte ta vie, ton travail. Et on n'a pas envie parce qu'on a d'autres ambitions que ça, on a envie d'autre chose que ça. Et je me suis dit, je suis fatiguée du fait que quand je me regarde dans le miroir, c'est pas moi que je vois, c'est en fait la société c'est le regard que la société pose sur moi que je vois. Et c'est très fatigant d'avoir ce rapport avec la société, en fait, alors qu'on a envie de
voilà, de C'est vivre tout exactement ça, simplement. genre, quand on va en famille, la première chose que ta tante ou ta grand-tante va dire, ah, mais t'as grossi aujourd'hui. Exactement. On s'entend beaucoup dire ce qu'on devrait ou ne devrait pas être et comment on devrait être. Et c'est extrêmement fatigant mentalement et je l'ai beaucoup ressenti dans mon rapport à moi, dans ma sexualité. Et donc je suis à un stade où je déconstruis tout ça et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Dan, est-ce que tu as des conseils à donner aux auditrices ou auditeurs? Est-ce que tu peux parler des initiatives déjà présentes ou des actions concrètes qui sont déjà en train de se faire à Madagascar? Quand je suis rentrée à Mada, après 3 ans d'études à l'étranger, je me suis dit que j'avais envie de m'engager et je me suis rendu compte que c'était possible de le faire, qu'il fallait pas avoir fait plein d'études ou s'y connaître forcément beaucoup pour pouvoir vraiment s'engager. Et si j'ai vraiment un conseil en fait à donner, c'est de s'engager concrètement et d'intégrer une association ou une ONG ou quelconque autre organisation qui œuvre en fait dans le sens de la défense en fait des causes des femmes ou juste de l'égalité de genre. Et en fait, quand je suis rentrée, j'avais pas forcément l'espoir de quelque chose, mais sur mon chemin, j'ai croisé énormément d'organisations qui font un travail qui est fantastique. J'avais travaillé avec You First, dont on avait parlé au début, qui maintenant met en œuvre en fait un programme qui s'adresse en fait aux violences basées sur le genre et à la précarité menstruelle, donc la gestion des menstruations des jeunes filles en milieu scolaire. Et en fait, ce sont des initiatives, elles sont pas forcément nouvelles, mais elles sont quand même assez récentes. Et je pense que c'est important d'apporter en fait ces questions-là dans le débat public. Et pas seulement de polémiquer dessus, mais en fait de réaliser des actions concrètes. Donc par exemple, You First cherche en fait à mettre en place des toilettes aux normes dans les établissements pour que les filles en fait puissent gérer leurs règles en toute sécurité et sans honte. Et donc c'est très important, je pense, dans ce sens-là. J'avais aussi travaillé avec Teach for Madagascar qui avait compris en fait l'essentialité d'éduquer les jeunes sur les questions de genre. Donc en fait on avait abordé les questions de gender-based violence, donc la violence basée sur le genre, avec des jeunes qui ont 12, 13, 14 ans et en fait de pourquoi est-ce qu'on parle d'égalité de genre et non d'égalité de sexe, ce qui est très fondamental. Et donc en fait c'est à travers des initiatives comme ça que j'ai compris ce sont pas des questions purement occidentales, ce sont des questions qui sont tout autant légitimes à Mada et qui méritent d'être traitées et pour lesquelles beaucoup d'organisations travaillent déjà. Moi je sais qu'il y a eu pas mal de changements aussi récemment où on avait justement fait passer la loi sur les violences basées sur le genre. Ça montre en fait que il faut que la conscience collective commence à intégrer ce type de questions et voilà quoi. Je vais juste revenir un petit peu sur ce que tu as fait par exemple chez Youth First. Qu'est-ce que toi tu as fait et surtout comment tu es entrée dans Youth First et comment tu pourrais dire à des jeunes en fait de s'engager dans des organisations comme Youth First ou mieux encore créer sa propre structure. Enfin quel conseil tu donnerais par rapport à ça exactement et comment tu es entrée dedans aussi. Et ce que tu as fait aussi au sein de Youth First. Alors, moi, je suis entrée parce que j'ai commencé à y faire un stage et puis j'ai travaillé dans la communication à Youth First, ce qui était très important parce qu'il fallait faire connaître nos initiatives et ainsi de suite. Alors ça, c'était vraiment un travail, mais je recommanderais en fait aux jeunes, je vois qu'il y a de plus en plus d'associations qui se créent. Il y a énormément d'associations qui sont fantastiques. Donc moi, j'étais à TFM, mais moi, par exemple, je connais une association qui s'appelle Empowerment. Le nom est un peu un peu spécial, mais en fait ce qui est très intéressant à travers cette initiative qui est gérée par des amis, c'est que cette association en fait permet aux hommes de questionner en fait leur masculinité et leur rôle dans la société pour faire en sorte en fait qu'ils soient une force positive dans la société. Donc questionne en fait la masculinité toxique et c'est absolument important parce que justement ce type d'association nous fait comprendre que la cause féministe ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi très bien les hommes et en fait chacun d'entre nous dans notre situation sociale par rapport à notre genre en fait on peut vraiment œuvrer. Donc en fait par exemple TFM recrute tout le temps, on recherche tout le temps des zouks comme ils les appellent
Et donc en fait c'est un très bon début, mais en fait je recommande juste en fait de ne pas rester inerte en fait et de ne pas se satisfaire. J'avais beaucoup parlé des réseaux sociaux, c'est super, mais c'est qu'un début. Il faut pas se satisfaire uniquement de ça. Il y a plein de possibilités en fait d'intégrer ce type d'association. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de conférences qui se font sur des thèmes très divers et tout. YouFirst par exemple propose pas mal de formations, il suffit juste de se renseigner, et là encore les réseaux sociaux jouent un rôle parce qu'on peut se renseigner, on peut en apprendre et au final rencontrer des gens avec qui on peut discuter et s'engager en fait. C'est de là en fait qu'a commencé aussi mon engagement pour MADA. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire des choses, Oui. mais ils ne pensent pas avoir la légitimité de faire des choses. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est handicapant. Donc, moi, je regarde ton CV et je me dis, ah, mais tu as fait beaucoup d'ONG et tout, c'est inspirant. Et en fait, c'est un message à partager à tout le monde, en fait, de dire que tout le monde peut faire ça à son niveau. On a tous quelque chose à faire et tous quelque chose à donner. Donc ça, c'est un message important à retenir. Y a pas, en fait, je pense que c'est très important de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un statut particulier ou pour faire quelque chose. Voilà, pour faire quelque chose en fait. Et il faut juste se rendre compte des inégalités et qu'il y a déjà des initiatives en place, voilà, si jamais on n'a pas le courage de créer sa propre initiative. Ouais. Si on devait parler d'une autre initiative, moi par exemple, je connais l'association Nif Nakang, qui me tient beaucoup à cœur parce que cette association, par exemple, parle du droit à l'avortement. Oui. Et c'est encore quelque chose qui est extrêmement compliqué à MADA. Mais en fait, pour moi, l'essentiel, c'est qu'il fasse partie du débat public. Qu'on puisse en fait entendre toutes ces opinions-là et qu'on puisse en discuter ouvertement. En fait, je pense qu'on comprend mal en fait, l'objectif de ce genre d'association. L'objectif, en fait, n'est pas de déresponsabiliser les gens par rapport au fait d'avoir un enfant. C'est plutôt, en fait, de proposer une solution saine pour pouvoir en fait gérer la grossesse comme on veut, si on veut la poursuivre ou l'arrêter, et c'est de pouvoir en fait surtout de le faire dans des conditions qui soient médicalement acceptables, parce qu'en fait interdire l'avortement ne fait que permettre un réseau parallèle en fait d'avortements qui sont du coup non protégés et qui mettent en danger du coup la vie de la femme. Et du coup je pense que pour moi c'est un véritable scandale parce que pourquoi en fait on ne pourrait pas justement protéger ces femmes-là et faire en sorte qu'elles puissent avoir accès à des moyens sains. Et au-delà de ça, si l'avortement est une solution extrême, peut-être qu'on peut penser à justement encore plus démocratiser tout ce qui est planning familial et éducation sexuelle et donner accès aux moyens de contraception pour pouvoir gérer tout simplement son cycle en fait et minimiser en fait les risques de tomber enceinte. Donc en fait il y a tout ce débat là, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas forcément central? C'est parce qu'il touche les femmes, et c'est là encore qu'on voit en fait cette violence structurelle, du coup cette violence qu'on dit basée sur le genre, parce qu'en fait puisque ça touche aux intérêts ou à la vie d'une femme, ils sont minimisés, ils sont marginalisés. Et voilà, donc c'est pour ça, comme je l'ai dit, c'est très important d'être vocal par rapport à tout ça, de le remettre en fait au centre du débat et de se dire c'est essentiel qu'on en parle, il faut en parler. Et donc je pense qu'on a besoin vraiment de ça à MADA, et on a besoin en fait d'avoir cette conscience collective en fait, cette nécessité, et de savoir en fait dire le féminisme aussi dans nos propres mots. Avec notre langue aussi, tu vois, parce que ça c'est aussi difficile d'avoir un discours féministe en français là-bas, donc ça aussi je pense que c'est essentiel. Il faut qu'on sache le dire, il faut qu'on sache le vivre, il faut qu'on sache le mettre en place avec ce qu'on a. Tu as parlé de Empowerment. Oui. Donc moi j'ai regardé aussi l'association Sahal qui veut partager l'image de la masculinité positive. Et ça c'est très important parce qu'il y a des hommes qui ne se reconnaissent pas dans le combat féministe parce qu'ils entendent féministe, femme, combat de femmes contre les hommes, c'est ce qu'ils vont entendre. Et du coup c'est Empowerment, Sahal sont arrivés sur un créneau, c'est-à-dire la masculinité positive. Et c'est très important parce que ça déconstruit en fait, comme tu dis, il faut reconstruire et déconstruire l'image de la masculinité toxique que l'on a trop souvent à Madagascar. En effet. En fait, justement, Empowerment, ils m'ont énormément ouvert les yeux sur la nécessité d'intégrer l'homme en fait dans les questions voilà, pas seulement dans les questions féministes, mais en fait juste dans le fait de devenir une meilleure personne, parce que c'est ça ce qu'en fait ils cherchent à dire. Et je me suis dit, c'est vrai, je peux pas avoir une discussion féministe qu'avec des femmes, parce que ce serait en fait prêcher des convaincus. Et moi je pense que justement il faut chercher une certaine friction. C'est là en fait, c'est dans la friction en fait que va se faire le changement.
Et donc, c'était super de parler avec eux et de voir, eux, ils comprennent tout à fait. Enfin, c'est pour ça qu'ils ont lancé l'association. Mais leur voix est aussi plus entendue parce que ce sont des hommes. Donc, voilà, c'est là que c'est génial. C'est qu'ils utilisent leur privilège d'hommes pour pouvoir, en fait, faire avancer des causes, en fait, qui sont bénéfiques pour l'homme et pour la femme. Donc, en fait, ils sont nécessaires et j'espère qu'il n'y aura pas que eux parce que il faudrait avoir plus d'associations, plus d'hommes en fait qui sont engagés dans ce type de cause et voilà donc non, les choses sont en train de faire sont en train de se faire à Mada. Il faut juste poursuivre sur cette lancée en fait. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin pour nos Euh, auditeurs? alors rien que l'initiative de ce podcast, je trouve que c'est déjà c'est complètement une façon de s'engager et tout, parce que vous utilisez un médium qui est absolument essentiel selon moi. Et vraiment, enfin, encore une fois, c'est vraiment, ça se résume tellement pas aux compétences ou à l'éducation et tout. Ça se résume vraiment en fait à la volonté ou non de vouloir le faire. Et je pense que voilà, on a une génération en fait, on a vraiment envie de le faire. Et on se demande comment le faire. Et jusqu'à maintenant, je me questionne, mais qu'est-ce que je peux faire de concret et voilà, et donc c'est en train de se manifester en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que je reste très positive par rapport à Mada. Moi, c'est un pays que. Moi Mada, c'est mon pays. C'est vraiment. C'est celui qui me fait me sentir à la maison et donc j'ai juste envie d'être bien chez moi en fait. Donc c'est tout. Et donc c'est ce qui a motivé mes engagements, c'est ce qui a motivé ma parole et ma volonté de poursuivre sur cette lancée en fait. Voilà. Sinon, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à toi d'être venu, en tout cas, pour tous ces mots qui sont très justes. Donc, je répète ce que j'ai dit au début. C'est une justesse de mots. Et j'espère que ça réussit à débloquer une discussion entre filles ou entre mères et filles. C'est l'objectif de ce podcast. J'espère. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invitée. Ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir cette conversation avec vous. Merci à toi, Dan. Merci. Toi aussi, sois Basval, partage autour de toi, parle-en à tes copines et surtout, donne-nous ton avis.